Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, on va parler d'un CBR 1000 2022 qu'on va préparer pour le circuit. Donc pour ceux qui suivent un peu la chaîne, l'année dernière je roulais avec deux MT10, un MT10 de route, un modèle 2022 et un 2017 que j'avais préparé légèrement en piste donc pour éviter qu'une chute me coûte trop cher. Et du coup là j'ai pris la décision de revendre les deux et de me consacrer 100% à la piste et donc d'acheter un CBR, donc comme vous avez pu le voir, un 30e anniversaire, donc c'est une édition limitée, avec les suspensions Öhlins, les Brembo, etc. Donc voilà. Donc ici vous avez la moto en cours de préparation qui est quasiment terminée. Bon là on dirait pas comme ça, mais c'est parce que principalement il manque le carénage. Et donc je vais essayer de vous détailler un peu les différents éléments. Et on va commencer tout de suite par le freinage. Donc pour le freinage, la première chose à faire, si vous voulez vous consacrer 100% à la piste et notamment pourquoi pas faire un peu de compétition, c'est de supprimer l'ABS. Autant vous dire que c'est une des choses qui prend presque le plus de temps à faire sur une prépa classique comme j'ai pu faire moi sur la moto, puisqu'en fait il va falloir enlever tout le système ABS, donc avec les durites. Vous l'avez ici, donc là on a le boîtier ABS avec les différentes durites souples qui vont du mètre-cylindre aux étriers, etc. Et encore les souples ça va, mais le problème c'est qu'on a des durites rigides qui vont donc du boîtier ABS qui se situe ici jusqu'à l'avant de la moto. En fait elles ressortent à ce niveau-là à peu près. Donc derrière, donc les durites rigides, elles passent le long du cadre, le long de la boîte à air, etc. Donc en fait, pour les enlever, c'est compliqué, entre guillemets. Il faut donc enlever réservoir, boîte à air, rampe, etc. Donc ça prend pas mal de temps, et puis donc faut faire ça propre. Il y a pas mal de connectiques à enlever, repasser des câbles bien, etc. Et donc une fois que tout ça est enlevé, on peut gentiment enlever les durites rigides centimètre par centimètre, donc il faut les tordre légèrement par moment, mais bon, après c'est une moto de circuit, donc je pense qu'il ne sera pas forcément amené à être remonté sur la route, et au pire ces durites rigides à l'achat neuve coûtent pas non plus spécialement très cher. Donc voilà, donc ça c'est une grosse partie de la préparation, on va dire freinage, qui prend déjà un petit bout de temps, hein, parce que faut tout dépoiler. Quand on connaît pas forcément la machine, c'est un peu long. À ce sujet d'ailleurs, je vous recommande donc d'essayer de trouver sur internet le manuel d'atelier. Donc moi je l'ai ici là, je l'ai imprimé. C'est pas mal parce que ça vous permet déjà d'avoir tous les coupes de serrage. Ça vous permet aussi quand on démonte les carénages d'origine, de faire ça propre et de savoir comment les enlever, où sont placées les vis, etc. Et pour le circuit de freinage aussi, ça m'a aidé de savoir où passer les durites, etc. Donc plutôt utile et quasiment, je dirais même indispensable. Et aujourd'hui, on arrive à le trouver assez facilement. Moi, j'ai trouvé sur le forum CBR 1000 2020 sur Facebook. Et donc voilà, je vous recommande fortement. Donc pour le freinage, une fois que vous avez fait ça, donc supprimer le boîtier ABS, etc. La première chose à faire, c'est de commander ce qu'on appelle un shunt. Alors vous l'avez ici, c'est un shunt I2M. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est marqué CBR 1000 2020. Ça vient de chez Gentleman Rider, il faut compter à peu près un peu moins de 300 €. En plus souvent chez eux vous avez facilement 5% avec différents codes promo. Donc voilà, ça c'est une des premières choses à faire, parce que si vous mettez pas ça, vous aurez des défauts au tableau de bord, et du coup, voilà, c'est pas top. Vous pouvez avoir des problèmes électroniques, donc à faire. Après, vous pouvez aussi, c'est ce qui se fait de temps en temps, c'est laisser la centrale ABS, et donc la boucher. Donc la boucher mieux que ça, là j'ai simplement remis des vis pour la boucher, puisqu'elle va être mise dans une caisse. Mais vous pouvez la boucher et la conserver sur la moto. Ça vous fait 300 € de gagné, mais du coup vous perdez 1 kg, elle pèse un peu plus d'1 kg la centrale, donc voilà, c'est toujours 1 kg de gagné. Ensuite, il va vous falloir commander des durites Avia. Donc moi je les ai commandés chez Gentleman Rider, toujours pareil. C'était 49 € l'avant. Donc l'avant ça se présente comme ça. Vous avez deux durites donc, qui partent d'ici du mètre-cylindre.
qui descendent du coup jusqu'aux étriers en direct. Donc ça c'était 49 € avec les raccords en inox. Et l'arrière c'était une trentaine d'euros. Donc l'arrière ici, donc pas de problème particulier au montage, les raccords tombent plutôt bien. Et en plus l'avantage de l'Ordurite c'est que on peut les faire tourner, enfin les raccords on peut les faire tourner à 360 degrés assez facilement on va dire. Donc ça permet de bien placer les durites sans contrainte et donc c'est plutôt pratique. Donc le montage, là vous pouvez voir, hein, j'ai fait le choix de passer ici, là, finalement, devant le thé de fourche. Donc là il y a un petit emplacement, donc c'est d'ailleurs que là, de là que les durites d'origine passent. J'ai mis des petites protections ici pour le frottement, pour éviter que ça s'use. Ensuite pareil, j'ai fait une petite protection ici en caoutchouc pour les tenir ensemble. Et puis voilà, j'ai fait en sorte qu'elles fassent un beau cintre autour du garde-boue. Donc voilà, j'ai testé en comprimant la fourche et on est pas mal. Après vous avez des montages, quand les durites sont plus longues, souvent qui passent devant la fourche comme ça, et qui redescendent à l'étrier, mais là ces durites là sont un peu courtes, donc elles permettent pas de le faire. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé de mieux comme montage. Pour les purger, alors il y a différentes techniques, hein. Il y a des gens qui utilisent des systèmes de dépression, il y a des gens qui amorcent à la main et tout. Moi je fais avec une très grosse seringue que j'achète en pharmacie. Donc la seringue, étonnamment, elle résiste au liquide de frein. Et donc ce que je fais, c'est que j'ouvre en fait la vis de purge ici du mètre-cylindre, j'ouvre le bocal, et puis je fais étrier par étrier, donc j'ouvre la vis de purge de l'étrier, et je fais remonter d'un côté d'abord, ensuite je fais l'autre, ensuite je recommence le premier côté, ensuite je purge le mètre-cylindre à la main, et puis ainsi de suite. Après je fais des purges manuelles jusqu'à temps qu'on ait, voilà, qu'on ait quelque chose de bien dur, et qu'on ait plus de bulles du tout, quoi. Après, si vous avez encore quelques bulles, vous pouvez aussi laisser serrer le mètre-cylindre toute une nuit et repurger le lendemain matin. Des fois, ça fait remonter les bulles et tout. Enfin, il y a différentes manières. Donc, après, je pense aussi que là, la moto, elle a pas tourné, mais quand elle aura tourné, je referai une petite purge. Des fois, ça remonte quelques bulles avec les vibrations, etc. Donc voilà. Mais bon, ça se fait plutôt bien. L'arrière, c'est plus chiant parce que vous n'avez pas de vis de purge au niveau du mètre-cylindre. Donc c'est un petit peu plus casse-couille. Ensuite, vous pouvez noter que j'ai changé le mètre-cylindre de frein. Alors, d'origine, c'est un Brembo. D'ailleurs, je l'ai ici, là. C'est un Brembo, hein, de très bonne qualité. Donc, vous allez me dire pourquoi je l'ai changé. En fait, c'est que j'aime bien avoir quelques pièces d'avance, notamment des demi-guidons, des leviers. Et en fait, chez Honda, le levier d'origine, il coûte quasiment le prix d'un mètre-cylindre. Donc là, c'est un Galspeed. Commandé chez Pam Racing. Donc le mètre-cylindre avec le bocal, on en a à peu près pour 300 €. Donc ouais, à peu près 300 €. Et le levier d'origine Brembo, il coûte 220 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc bon voilà, enfin, vous comprendrez mon choix. Du coup j'ai un mètre-cylindre d'avance en cas de chute. J'ai un levier pliable sur le Galspeed, donc qui permet en cas de chute de potentiellement pouvoir repartir. Et puis en plus, c'est quand même du matos japonais de bonne qualité. Franchement, c'est bien clean, quoi. Ensuite, au niveau étrier, donc les étriers, ça c'est ceux d'origine du modèle SP. Donc franchement, pour le rodage sur route, j'ai trouvé ça vraiment top. J'ai hâte d'essayer ça sur piste. Donc à ce niveau-là, j'ai rien changé hormis les vis, du coup, qui coûtent une trentaine d'euros, je crois, chez Gentleman Rider. C'est des vis en inox qui sont déjà pré-percées. Donc pour pouvoir les freiner en compétition, on est obligé de les freiner. Et j'ai changé les plaquettes de frein par des ZCO, ZSO, je sais jamais comment on dit. Modèle endurance, c'est ce que j'avais sur le NT10 et j'en étais très content. Donc en gros, les vis comptaient une trentaine d'euros et les plaquettes c'est 100 € par côté à peu près. Donc voilà, pareil, hâte d'essayer tout ça. Mais en tout cas, voilà, pour le freinage, si vous préparez un CBR, prenez bien votre temps parce que il faut bien faire passer tout ça. En plus c'est un élément de sécurité, donc bien prendre son temps. Moi j'ai tout serré au couple avec les précaux Honda qui d'ailleurs concordaient plutôt bien avec les précaux que j'avais de chez Gentleman Rider. Prenez bien le temps de mettre correctement les joints, de faire une bonne purge. D'ailleurs à ce niveau-là j'ai purgé au RBF 700. Donc il m'en restait de l'année dernière, donc il est un peu en état moyen, mais je repurgerai avec un neuf avant le premier roulage. Et le RBF, il faut compter à peu près une vingtaine d'euros le bidon.
Donc voilà, donc tout compris, le système de freinage avec le mètre-cylindre, les durites, le liquide, les plaquettes, les vis, etc. Vous en aurez à peu près pour 900 € quand voilà, si vous appliquez une petite remise de 5%, même des fois avec certains promos, des Black Friday, tout ça, vous arrivez à avoir 10%. Donc, mais bon, le plus cher finalement, c'est le shunt qui coûte lui 300 €, et puis les plaquettes, vous en avez pour 200 €. Donc voilà, ça fait déjà la moitié du prix. Ensuite, le mètre cylindre. Donc voilà, si vous voulez pas vous faire chier, simplement des durites, une purge, et ça fait déjà le job. Allez, maintenant on passe à la partie échappement. Donc pour la partie échappement, vous pouvez voir que le silencieux n'est plus d'origine. En fait, c'est même toute la ligne entière qui n'est plus d'origine. Alors pourquoi ce choix? Alors pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est malheureusement le bruit. En fait, le CBR d'origine fait un bruit d'enfer. Alors au ralenti, tout va bien parce que en fait, à peu près à ce niveau-là, vous avez une valve à l'échappement. Et la valve, quand elle est fermée, le bruit c'est plutôt raisonnable. Par contre, quand la valve s'ouvre, c'est un vrai bordel. Et sur piste, en 2024, les normes de bruit ont été fortement réduites. Même elles sont d'ailleurs plus sévères que sur la route. Donc j'ai cherché un peu ce qui se faisait en termes de ligne d'échappement, on va dire, qui réduisait pas mal le bruit. Il y a une marque française là, qui fait des échappements un peu sur mesure qui s'appelle TS Concept. Mais ce qui me plaisait pas, c'est qu'en fait, il fallait leur envoyer le collecteur d'origine et ils découpaient le catalyseur pour souder finalement un tube lisse. Puis après, ils font une espèce de tube là qui va de la sortie collecteur finalement au bout de silencieux. Et bon, ça faisait quand même un certain billet. Et puis du coup, le collecteur d'origine, il était mort, quoi. On pouvait plus le réutiliser, on pouvait plus remettre la moto d'origine. Donc ça m'embêtait un peu, surtout que moi, je voulais pas laisser le catalyseur. Donc du coup, en cherchant un peu, j'ai vu que Akrapovic en fait proposait aussi ce qu'ils appellent un espèce d'embout track day. Donc en fait, on laisse le collecteur d'origine et on met juste en gros d'ici jusqu'à la sortie. Mais malheureusement, ce morceau-là, il coûte à peu près 1000 €. Et en fait, alors il réduit le bruit certes, mais par rapport à ce que moi j'ai mis, vous avez l'intermédiaire ici, mais en fait le silencieux, vous pouvez pas y mettre une chicane. Donc du fait qu'on ne peut pas y mettre de chicane, c'était problématique parce qu'en gros je crois sur le site Akrapovic c'était donné pour 98 dB à 5500 tours, donc l'objectif c'est de faire 95, en tout cas de s'en rapprocher au plus. Donc Akrapovic il propose du coup une ligne qu'ils appellent Racing Line, donc c'est celle que j'ai mis. Donc elle est en inox parce que celle en titane coûtait trop cher quoi, déjà que là c'est un billet. Donc la ligne complète, il faut compter à peu près 2000 €. Et du coup, il faut rajouter l'intermédiaire qui lui coûte 350 € à peu près. Donc en gros, vous en avez pour 2350 la ligne. Mais du coup, avec l'intermédiaire et du coup le silencieux qui lui, comme vous pouvez le voir, comporte une chicane. Voilà, sur le site, il parle de 96 dB à 5005. Donc voilà, on commence à être pas mal. Et puis du coup sur différents forums, différents sites, échanges avec certaines personnes, apparemment ça passe plutôt bien. Cette ligne elle est assez peu bruyante, donc voilà, ça a été un investissement un peu obligatoire. J'avoue que je m'en serais bien passé parce que c'est un beau billet. En plus, certes en perfo, je vais sûrement gagner quelques chevaux, hein, mais bon voilà, déjà moyennement une remap, donc il va falloir remapper la moto. Et puis bon voilà, en termes de poids, on gagne quasiment que dalle, parce que si on met la ligne toute seule, on gagne. Mais là, avec l'intermédiaire, finalement, il aurait fallu mettre la ligne en titane, quoi. Mais en gros, c'était 400 balles de plus encore, quoi. Donc voilà. Donc en gros, il faut compter à peu près 2350 au niveau échappement. Et puis un dernier petit truc là qui concerne l'échappement, c'est qu'il faut mettre, quand en fait vous supprimez le volet d'origine, vous avez des câbles en gros ici qui remontent derrière et puis qui arrivent ici à un espèce de petit servomoteur. Et en fait, servomoteur, moi je voulais le supprimer. Et donc on peut acheter un shunt en fait, encore une fois, qui permet d'éviter les défauts. Ça c'est une quarantaine d'euros. Donc bon, si vous comptez la ligne plus le shunt, faut compter 2004 quoi. Moi la ligne je l'ai commandée chez mon concessionnaire,
parce que finalement sur internet ils étaient pas moins chers, voire même je les payais moins cher en magasin. Donc réfléchissez bien, des fois ça vaut le coup d'aller chez son concesse. Voilà, pour ce genre de pièces, en plus ça les fait marcher, donc voilà. Au montage, quoi dire, hormis que c'est du Accra. C'est vrai que démonter le radiateur aurait été un peu plus judicieux, mais sur la doc Accra, ils disent qu'on peut le faire sans, et effectivement, en fait, il se décale assez facilement. Alors par contre, il faut démonter le radiateur d'huile, hein. Donc bah, de toute façon, il faut faire une vidange. Moi, ça tombait bien, parce qu'il fallait que je fasse la vidange du post-rodage, on va dire. Mais du coup, il faut le tomber, et lui, on peut assez facilement l'écarter. Et d'ailleurs, pour vous dire, j'ai même réussi à serrer tous les écrous au couple, donc vous pouvez même passer une clé dynamo sans rien abîmer. Donc voilà, c'est plutôt bien foutu, c'est plutôt bien pensé, hein, c'est du Accra. Donc voilà. La seule petite chose à penser si vous en achetez une, c'est qu'il faut changer les joints de collecteur. Je vous mettrai une petite photo là, parce qu'en fait les empreintes du collecteur d'origine vont pas du tout, c'est pas du tout les mêmes que les empreintes du collecteur Accra. Et de toute façon, dans la notice Akrapovic, ils recommandent de les changer. Donc voilà, moi j'ai même pas cherché à comprendre, j'étais chez Honda, j'ai commandé 4 joints et je les ai montés en lieu et place. Donc voilà pour la partie échappement. Ensuite, on va attaquer la partie qu'on pourrait appeler protection. Donc dedans, il y aura pas mal de choses que je vais regrouper. La première chose là, donc qui est pas encore montée sur la moto, mais qui est indispensable, c'est les protections de carter. Donc là, vous en avez une, c'est GB Racing qui fait ça. Donc là, sur la moto, il y en a 3 à mettre sur les carters, en gros sur les 3 carters, 2 d'un côté, une de l'autre. Donc là, c'est indispensable, c'est à peu près 260 € les 3. Mais ça protège vraiment bien, c'est assez léger, et puis voilà, cette marque-là, ils sont beaucoup copiés, mais en gros, copiés mais jamais égalés, quoi. Donc moi, ça, je vous recommande fortement. J'ai déjà chuté avec, et franchement, ça protège vraiment bien, c'est hyper bien intégré sur la moto. Donc bon, il y a rien à dire, quoi. C'est vraiment à mettre, quoi. C'est indispensable si vous faites de la piste, quoi. Ensuite, bon, ça c'est peut-être moins indispensable, mais quand on prépare une moto de piste qui va faire que de la piste, je trouve que c'est un peu essentiel, c'est les protections de cadre en carbone. Là, c'est chez S2 Concept. Donc franchement, je les ai commandés en même temps que le poli. Le poli, je vous en parlerai dans la vidéo prochaine, parce que là, il est en peinture. Comme ça vous permettrait de voir la moto complète. Les protections de cadre, donc c'était 215 € la paire. Franchement, ça se monte vraiment nickel, ça fit super bien. J'avais un peu peur de ça, qu'il faille retoucher tout ça. La seule chose que j'ai dû retoucher, c'est ici, là, meuler un petit peu avec une fraise en carbure, là, pour enlever parce que la patte elle forçait un petit peu, donc j'ai trop touché ça. Mais c'est la seule chose que j'ai fait. Donc pour les coller, j'ai acheté du double face là, automobile chez 3M haute température. Ils disent que ça tient à 250-300 degrés. Donc j'ai mis 2 épaisseurs un peu partout. Et puis j'ai protégé avec du scotch, pareil, du scotch 3M en tissu pour protéger le cadre. Et puis un peu partout, j'ai mis des colliers là, d'ailleurs on appelle ça des lanières, je crois, c'est un peu plus gros que des colliers. Donc voilà, donc ça bouge pas. C'est plutôt bien parce que ça s'intègre vraiment bien. Ce côté-là, c'est un peu plus chiant parce que faut débrancher tout ça. Il y a une partie du faisceau qui est un peu casse-couille, mais bon, ça se fait bien, toujours pareil, fixé avec le double face haute température. Et puis les colliers pour être sûr que en cas de problème, ça le fasse, quoi. Ensuite, j'ai commandé aussi des protections de brossier en carbone, mais je ne les ai pas encore montées. Ça, c'était 170 € chez PAM Racing. Donc pareil, je les ai pas montées, mais là je pense que par contre je vais carrément les coller, je vais devoir les coller parce que j'ai un peu peur là que le double face il tienne pas bien, et surtout j'ai pas trop d'endroits où mettre des colliers. J'en ai ici, mais l'autre côté c'est plus compliqué. Donc voilà, je suis un peu moins confiant, donc je pense que je vais devoir les coller. Ensuite, côté protection, alors c'est pas spécialement des protections, mais en fait j'ai changé ce qu'on appelle les demi-guidons. Donc là c'est pareil, c'est des demi-guidons qui viennent de chez Gentleman Rider, c'est de la marque ARP, c'est 160 € la paire. Donc j'en avais jamais acheté de cette marque là, mais franchement c'est pas mal, c'est une bonne qualité,
j'ai pas eu de problème, pas de, à part les bouchons, c'est un peu, bon, ça, c'est des petites ailettes en plastique qui se cassent, enfin, qui devaient être souples pour rentrer dedans, mais elles se cassent un peu, mais bon, voilà, ça fait le job, hein, ça reste que des bouchons. À ajuster très bien, il y a les coupes de serrage, etc. Voilà, le plus relou, c'est de les repercer, du coup, pour mettre les commodos. Bah, faut bien mesurer, voilà, mais bon, ça se fait, hein, si vous prenez votre temps, ça se fait bien. Et du coup, je considère que c'est des protections parce que, en gros, en cas de chute, bah déjà, ça vous évite de flinguer l'ennemi guidon d'origine qui coûte une blinde. Le guidon peut aussi lui tourner autour de la fourche, alors que les guidons d'origine ils peuvent pas parce qu'on a un ergot ici qui est pris sur le T. Et du coup, bah voilà, si vous tombez, le guidon il pète et puis c'est fini quoi. Donc faut tout démonter, le T de fourche, ça. Alors que là, vous changez juste le tube. Les tubes ils coûtent une vingtaine d'euros. D'ailleurs, à savoir que si vous voulez démonter le T de fourche du CBR, c'est une douille de 41. Donc bah, faut l'avoir quoi. Moi j'en avais pas personnellement. Donc voilà, une petite douille de 41. Après le reste, c'est plutôt classique, hein. Rien de particulier à dire. Hormis que en cas de chute, c'est bien parce que bah, on peut changer le guidon, le demi-guidon et repartir quoi. Alors qu'avec des origines, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, toujours pareil, c'est pas forcément une protection, mais c'est plus en cas de chute. L'araignée, qu'on appelle l'araignée, c'est tout ce qui fixe devant le carénage, le compteur, etc. Moi, j'ai pris la décision de la changer par un modèle DB Holder, pareil, commandé chez Gentleman Rider. C'est à peu près 200 euros. Ce qui est bien, c'est que c'est en alu. Donc vous pouvez la redresser, vous pouvez la ressouder, enfin vous pouvez, voilà, c'est quand même plutôt bien fait, ça tombe vraiment bien à monter. J'ai pas eu de retouche à faire. Puis ça c'est en fibre, donc pareil, en cas de chute, ça se répare, ça se change, etc. C'est plutôt bien fait, c'est livré du coup avec une petite patte pour pouvoir remettre cette ECU là. Et puis dedans, bah franchement, y a rien à dire, ça tombe bien avec le poli, etc. Donc c'est pas indispensable, encore une fois, vous pouvez vous en passer. La pièce d'origine, elle coûte, je sais plus, dans les 250 euros, donc c'est kiff en prix. Mais voilà, celle-là, en gros, on peut changer certains morceaux, elle est plus basique, elle est plus légère. Donc bon, voilà, je pense que par rapport au prix de la prépa globale, c'était à mettre, quoi. Ensuite, bah, des petites choses. Alors là, d'ailleurs, je suis pas très content. Je vais en commander d'autres. C'est les Diabolos là de béquilles. Ouais, c'est un peu obligatoire sur piste, hein, surtout que sur le CBR, j'étais obligé de supprimer la béquille pour le poli. Mais du coup, en cas de chute, je trouve qu'ils sont un peu proéminents et je pense que ça, si ça raccroche dans un vibreur, ça va mal se passer. Donc là, c'est des R&G. Donc voilà, je vous conseille pas sur le CBR. Ils sont trop gros à mon goût, peut-être pour une moto de route, mais sur piste, je trouve ça un peu moyen, quoi. Enfin, dernière chose que vous voyez pas forcément là, puisque c'est pas installé, j'ai commandé une protection de compteur chez Gentleman Rider. Pareil, c'est 200 euros à peu près. Donc ça, c'est franchement, je dirais presque c'est indispensable dans le sens où le compteur d'origine il coûte 3 SMIC. Donc clairement, en cas de chute, là le compteur il sera protégé par un boîtier en aluminium avec une grosse vitre en plexi devant. Donc encore une fois, par rapport au prix de la prépa globale, certes c'est encore un billet, mais moi je trouve que limite, je pense qu'il vaut mieux ne pas changer l'araignée si vous voulez économiser et du coup mettre un peu plus de budget et mettre la protection de compteur parce que un compteur vraiment c'est un billet. Et en plus si vous l'avez plus, entre guillemets, la moto elle marche plus quoi. Donc bon, personnellement j'estime que c'est un peu indispensable quoi. Donc voilà, du coup, si on fait le résumé avec les protections de cadre, les protections de gros sillon, les diabolos, les demi-guidons, l'araignée, les protections de compteur, on est à peu près à 1200 euros de protection. Alors c'est vrai que le chiffre il fait un peu mal hein, comme ça, mais sachez que ça peut aller très vite. Hein. Les demi-guidons d'origine, c'est une blinde. Alors le cadre, je vous en parle pas. Le brossillon non plus. Après, ça c'est plus pour éviter la projection de gravier. Hein. Je pense que de toute façon, sur une grosse chute, le carbone il fera rien. Mais bon, c'est plus pour le maintenir en bon état. C'est hyper léger, donc vous prenez pas trop de poids. Donc voilà, c'est un billet, mais bon voilà, de toute façon, préparer une moto de entre guillemets de piste ou de course pour certains, c'est comme ça quoi. Donc et la dernière chose dont je pourrais vous parler,
Bon, on peut pas vraiment dire que c'est une protection, mais ici en fait le faisceau là qui va à l'avant, vous avez donc ça pour ceux qui ont la version standard, le CBR standard il l'a pas, c'est le calculateur des suspensions. Donc moi là comme c'est des suspensions électroniques Öhlins, j'ai un calculateur en plus qui est un peu relou d'ailleurs à mettre dans le poly, faut adapter tout ça. Et par contre pour tous les modèles vous avez le régulateur de tension. Et du coup voilà j'ai fait une petite patte en alu là bien propre. Donc repris sur la fixation du cadre et puis ici sur la vis du radiateur donc pour l'empêcher de tourner. Ceux que ça intéresse, je peux leur fournir les plans, c'est assez facile à faire, là c'est une petite patte en alu, ça pèse rien. Et ça permet de bien intégrer le tout et d'éviter qu'ils prennent trop en cas de chute. Voilà. Du coup on va passer à la partie démule maintenant. Donc pour la démule, donc le CBR d'origine est en pignon de 16 devant et en couronne de 43 derrière. Ça c'est à partir de 2022. Et les 2020-2021 sont en 16 devant et 40 derrière, donc ça tire très 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 long. D'ailleurs il y a des vidéos sur internet, vous pouvez voir qu'ils prennent 300 en quatrième. Donc c'est vraiment trop long. Donc là, moi j'ai mis un pignon de 15 devant et une couronne de 45 derrière. Et j'ai commandé une 44 et une 43. C'est pas trop pour changer finalement la démule parce qu'une dent à l'arrière ça change pas grand chose, mais c'est pour changer l'empattement de la moto en fait. Plus la couronne est petite, plus la roue va reculer entre guillemets, plus vous aurez, attention avec des gros guillemets, une moto stable, et plus vous aurez une grande couronne derrière, plus la roue sera avancée, donc plus vous aurez une moto maniable, mais moins stable quoi. Donc par exemple sur un petit tracé, vaudra mieux mettre la grande couronne, en plus ça tombe bien, on veut souvent faire tirer un peu plus court, alors que sur un tracé très rapide, type Spa par exemple, je pense que j'irai mettre la couronne de 43 parce que du coup j'aurai une moto un peu plus stable. Donc voilà. Par contre sachez que sur les CBR, c'est un peu là le problème, c'est que quand vous changez la démule, il faut obligatoirement la remapper. En fait déjà le shifter va pas bien marcher du tout. Vous aurez des problèmes électroniques, etc. Donc c'est pour ça que la plupart des utilisateurs pistes montent un faisceau kit. En gros, c'est un faisceau HRC. Vous avez le calculateur et tout un faisceau complet. Moi, j'ai pas fait ce choix-là parce que c'est pour le coup là, c'est financier. Hein, ça coûte une blinde. Je vous mettrai un petit imprimé écran à l'écran. Chez Tenkate, c'est 8000 balles, je crois. Donc clairement, moi, j'avais pas 8000 € à mettre dans un faisceau. Et j'ai trouvé une petite solution palliative à ça. D'ailleurs, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo puisque la moto là va bientôt aller au banc. C'est un préparateur à Limoges qui s'appelle Golden Wolf Racing. Je vous mettrai son petit lien en dessous. Et puis, j'ai pas d'affiliation avec lui, hein, mais c'est qu'il propose quelque chose que les autres ne font pas forcément. En fait, il propose un petit boîtier qu'il a développé lui-même. En fait, ça permet de flasher la moto soi-même. Donc, en fait, il fait les cartos. Donc il faut qu'il ait la moto de base hein, au banc chez lui. Et ensuite après il peut vous faire plusieurs cartos, notamment avec et sans chicane, et notamment surtout vous changez les démules. Et à partir de là, lui il vous vend le petit boîtier, c'est à peu près 300 € le boîtier, vous pouvez flasher là, via la prise OBD votre moto vous-même. Et du coup ce qui permet de changer les démules sans avoir de problème électronique. Donc ça permet d'éviter d'utiliser un faisceau. Bon, le faisceau il a d'autres utilités, hein, notamment régler le traction control hyper finement, enfin voilà, on peut jouer à mort sur l'électronique. Clairement pour mon niveau j'en ai pas du tout besoin. C'était un investissement très élevé, alors que là finalement la moto de toute façon il fallait la faire passer au banc pour régler la richesse pour la ligne, etc. Donc du coup j'en ai profité, je vais prendre le boîtier en plus. Et voilà, le gars a l'air vraiment sympa, j'ai eu plusieurs échos sur ces maps qui sont plutôt bonnes. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai tout ça, je vous parlerai des courbes, des chiffres, combien la moto elle sort, et puis je vous montrerai le petit interface du coup pour flasher la moto. Voilà, donc du coup pour l'épisode 1, prépa CBR, c'est terminé. Je voulais juste vous dire que du coup si on fait la somme de tout ça pour le budget prépa, on arrive à peu près à 4500 sans compter le poly et la remap. Donc voilà, ça fait une belle somme, sachez-le. Il faut bien faire les calculs avant de se lancer, parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces à acheter, et puis des fois on a quelques petites surprises, des petites choses à acheter, des petites pattes, etc. Donc voilà, préparez bien tout ça. L'épisode 2, ça sera donc du coup sur le poly qui est actuellement en peinture.
Donc je vous parlerai en plus du peintre qui est un ami et qui a un garage et une carrosserie, donc je lui ferai un peu de pub. Et je vous parlerai surtout de la remap, donc on verra un peu ce que la moto a sorti au banc, et puis si je suis content finalement de ce préparateur là, donc de Golden Wolf Racing. Donc voilà, donc surtout comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous, et puis bah, à bientôt pour la suite. Allez, salut!